Bonjour à toutes et à tous. Je suis Margot Bernard du cluster Indura. J'anime ce webinaire e-risque qui porte sur la corrosion des éléments métalliques des ouvrages de protection contre les risques naturels avec la participation de Philippe Roby de NGE Fondation et de Laurent Gaillet de l'Université Gustave Eiffel. On est ensemble pendant 1 heure environ. Alors, e-risque, c'est un regroupement collaboratif d'intérêts pour le développement des compétences de la recherche appliquée et de l'innovation dans le domaine des risques naturels gravitaires. Donc, c'est un lieu d'émulation d'idées et d'avancement collectif. Et e-risque a souhaité lancer une chaîne de connaissances qu'on a appelée Web e-risque, que vous pouvez revisionner sur Vimeo. Vous aurez tous les liens. Et qui a pour but donc de porter à la connaissance du plus grand nombre les méthodes, outils, concepts, approches et expériences capitalisées dans les laboratoires et les entreprises. Donc aujourd'hui, on est avec Philippe Roby de NGE Fondation et Laurent Gaillet de l'Université Gustave Eiffel. Philippe, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bonjour, Philippe Roby, je suis directeur de recherche-innovation chez NGE Fondation, entreprise de travaux publics spécialisée dans les fondations. J'y reviendrai, à la base, je suis géotechnicien. On verra que ce n'est pas trop approprié comme compétence par rapport au sujet. Merci Philippe. Laurent Gaillet de l'Université Gustave Eiffel. Oui, je suis Laurent Gaillet, je suis directeur de recherche, je suis directeur de laboratoire structure métallique à câble de l'Université Gustave Eiffel. Donc, comme son nom l'indique, le laboratoire s'intéresse à tout ce qui est produits métalliques et notamment une spécialité sur les câbles et armatures de produits longs. Donc, 4 parties sur cette présentation, un retour d'expérience que je vais vous faire. Puis, je vais passer la main à Laurent Gaillet, expert qui va vous parler des éléments de métallurgie, puis du processus de la corrosion. Et je vais revenir prendre la main sur le contexte normatif. Alors, on a voulu traiter de ce sujet de la corrosion vis-à-vis des ouvrages de protection. Protection contre principalement les chutes de pierre, mais on pourrait étendre aux avalanches, contre les risques naturels globalement. La spécificité de ces ouvrages, c'est qu'ils sont souvent métalliques, donc soumis à la corrosion. Ils sont souvent installés au plus proche du sol, donc au plus proche d'un milieu qui peut être plus agressif qu'un milieu purement atmosphérique. Et souvent, ils sont difficiles d'accès, ce qui rend compliqué la maintenance et ce qui rend plus prégnant ces problématiques de corrosion. Je vais vous faire un retour d'expérience. Donc, moi, comme je l'indiquais, je suis géotechnicien, je ne suis pas spécialiste de la métallurgie, ce qui est le cas du gros du public présent aujourd'hui. Hein. On s'attelle à un sujet sur lequel on n'est pas très à l'aise. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce type de webinaire. Et donc, je ne vais vous parler que d'une chose, c'est de ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi, et un peu des normes, parce que tout le monde sait lire une norme, donc on peut quand même s'accaparer des normes pour se raccrocher aux branches. Alors, en retour d'expérience, je vais vous parler des éléments touchés dans l'ordre inverse de vitesse de corrosion. On va commencer par ce qui est le plus touché, c'est les petits accessoires dans nos ouvrages. Alors, principalement les serre-câbles. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas mettre des grosses protections sur ces petits accessoires. Souvent, c'est électrozingué. Il se peut que ça soit galva à chaud. Il se peut que ça soit prétendument protégé. Et là, vous voyez sur la photo que toutes les marques subissent des problématiques. Il y a un petit côté loterie. Des fois, on subit la corrosion. Des fois, on ne subit pas la corrosion. Heureusement, ce sont des organes qui sont relativement faciles à changer. Donc, c'est ce qui sauve un peu la mise. Ensuite, les organes principalement touchés, ce sont les câbles. Alors, vous voyez cette jolie photo à droite là, hein, qui date de 2007.
Il faut savoir que c'est une date, une année où le zinc a pris 400% en bourse. Donc, les fournisseurs ont fourni 4 fois moins de zinc sur les câbles. D'où les problèmes que l'on a eus tout au long de cette année, qui coïncidaient avec une année où on a fait un énorme chantier. Donc, ça a été assez catastrophique. Voilà pour les câbles. Ensuite viennent les ancrages. Avec la spécificité des ancrages, c'est que, un, ils ne sont pas remplaçables, et c'est très cher de les remplacer, et deux, ils sont difficilement protégeables. Donc, on a un vrai sujet sur les ancrages. On avait eu aussi des sujets purement pathologiques et sur lesquels on n'a pas eu l'ensemble des explications, mais on a eu des corrosions foudroyantes, c'est-à-dire que l'ancrage que vous voyez dans les yeux a rompu en l'espace de 3-4 ans sur des aciers soumis à la flexion. Donc Laurent Gaillet nous en parlera peut-être plus. Et l'acier contraint subit des corrosions accélérées, mais de façon exponentielle. Un cas particulier, il y a dans les parcs de protection aujourd'hui, il reste encore beaucoup d'écrans de l'ancienne entreprise qui s'appelait EI, entreprise industrielle, et ils jonctionnaient leurs câbles avec des chaînes. Il faut savoir que les maillons de ces chaînes, la pièce rouge, possèdent un axe qui n'a aucune protection contre la galva. Et on s'est retrouvé avec, c'est la photo de droite, avec des ouvrages dont les filets sont tombés par terre sans aucune sollicitation. Donc là, la consigne, c'est s'il vous reste des écrans avec ces chaînes, il faut remplacer les chaînes par des manilles. Les éléments touchés, il y a les freins. On se pose beaucoup de questions sur le comportement des freins qui utilisent du frottement. On peut imaginer que le zinc des câbles graisse un peu la zone de frottement, et quid du comportement lorsque ce zinc disparaît. Dans le cadre du projet national, on a fait une campagne d'essai sur ces freins pour connaître l'incidence de la corrosion. On a surtout observé qu'il y avait une telle disparité de comportement avec ou sans corrosion qu'on n'a pas su conclure sur ce qui était dû à quoi entre corrosion et pas corrosion. Donc, des questions restent ouvertes sur les freins. Après, tout n'est pas noir, hein. Il y a des produits qui se comportent quand même plutôt bien. Grosso modo, tout ce qui est grosses pièces galvanisées à chaud, ça va bien se comporter dans le temps. Là, les poteaux, on sent bien que ce n'est pas la corrosion qui les a pliés en deux, hein, c'est plutôt des chutes de roche. Ce n'est pas parce qu'un poteau est bruni que sa capacité est entamée. De la même façon, là, on voit les fameux filets ASM de l'époque de la guerre froide et qui traversent le temps sans encombre, bien qu'ils ne soient pas galvanisés, mais graissés. Et il en va de même des grillages qui souvent se comportent globalement plutôt bien dans un contexte, bien sûr, où on ne demande pas à ces ouvrages de tenir 100 ans. Pour mémoire, les agréments sur les écrans prévoient que ces produits tiennent 25 ans. Donc, on est quand même sur des durées de vie relativement courtes. Un dernier point, les armatures de béton. Parfois, on fait des bétons projetés ou des butées en béton. Respectez les règles de l'art en termes d'enrobage et vous n'aurez pas de problème, grosso modo, c'est ça. Et respectez les formulations de béton vis-à-vis des niveaux d'agressivité. Je pense notamment au sel de déverglaçage. Et vous n'aurez pas de problème. Si on respecte les règles, normalement, ça se passe bien pour ce béton, encore faut-il le faire. Je signale l'excellent ouvrage qui avait été rédigé par Pierre Guillemin en 2009, dont j'ai extirpé pas mal de photos, qui est disponible sur le net si vous voulez en savoir plus. Je passe tout de suite la main à Laurent Gaillet. Merci. Pour la suite. Ouais, du coup, je crois que je dois avoir la main.
Sinon, je passe, hein, comme tu Ouais. Bon, bah, ouais, du coup, je vais te mobiliser. Du coup. veux. OK. Donc, la première, en fait, je commençais par faire quelques rappels sur des éléments de métallurgie, donc sur les aciers. Donc, les aciers, si on se réfère au diagramme de phase fer-carbone, on va trouver les aciers pour une composition de carbone entre 0 et 2%, hein, grosso modo. Et au-dessus de ce pourcentage, on va avoir un alliage de type fonte. Les fontes sont organisées, sont divisées elles-mêmes en deux catégories, les fontes blanches et les fontes grises. Alors, je passe rapidement parce que ça va pas être notre sujet. Mais en gros, à partir de ce diagramme de phase, si on zoome un peu plus sur ce diagramme de phase, donc à votre droite, on va voir qu'on a différentes réactions. Et on va tourner majoritairement autour de la réaction tectoïde. Alors, au-dessus, on a différentes phases en présence. On a l'austénite, on a la ferrite. Et lorsqu'il y a la transformation, on va trouver un carbone excédentaire qui va former la cémentite. Donc, la cémentite, on la retrouve sur le diagramme complètement à votre droite. Au niveau de l'étectoïde, on va former une phase qui est généralement très intéressante, c'est-à-dire c'est un composé biphasé qui est obtenu purement à l'étectoïde et qui se présente… Est-ce que vous voyez ma souris? Parce que là, je suis en train de… Oui? Non. Ah. À chaque fois que tu dis suivant, je passe au suivant. D'accord. Donc, le tectoïde, on voit que c'est sur les petits schémas, c'est une alternance de lamelles, de ferrite et de cémentite. Et donc, c'est une structure très intéressante du point de vue métallurgique. Sur le petit tableau, vous avez un petit rappel des principales propriétés mécaniques. On voit qu'on a une grosse différence entre une phase, une ferrite, et une cémentite, notamment en termes de dureté et en termes de ductilité. Vous voyez que la ferrite est plutôt très ductile, alors que la cémentite, c'est un produit très dur. Hein, c'est quasiment 0% d'allongement. Par contre, une dureté très élevée. Suivante. Donc, lorsqu'on tourne autour de l'eutectoïde, on va trouver soit des aciers hypotectoïdes, soit des aciers eutectoïdes, et au-dessus, des aciers hypereutectoïdes. C'est un peu les microstructures qui vous sont présentées. Donc, tout en haut, on voit qu'on a l'alternance de phases de plages blanches et de phases plutôt grisées. Et donc, les phases blanches étant la ferrite, et les phases grisées, l'alternance de ferrite et de ferrite et de cémentite, c'est-à-dire une phase perlitique. Au milieu, vous avez la composition obtenue purement à l'eutectoïde. Et tout en bas, là, vous avez la cémentite qui va se mettre au joint de grain. Donc, la plupart de la métallurgie dans le domaine qui nous intéresse se situe autour de ces trois principales morphologies. Suivante. Tout ce que je viens de vous dire là, ces phases sont obtenues lors d'un refroidissement lent, c'est-à-dire à l'équilibre. Par contre, je pense que vous savez qu'il existe différents procédés métallurgiques, et notamment, on peut appliquer des traitements thermiques aux demi-produits. Et là, on va obtenir ce qu'on appelle les constituants hors équilibre, type martensite, trostiques et bénite. C'est la micrographie que vous avez à votre droite. Un autre procédé d'élaboration, c'est on va déformer le produit pour augmenter en propriétés mécaniques. On va avoir deux effets majoritaires, un effet d'orientation. On va avoir des microstructures qui présentent une texture orientée dans le sens de mise en forme, de laminage, tréfilage. On va avoir un effet d'écrouissage, c'est ce qu'on souhaite obtenir, c'est-à-dire une augmentation des propriétés mécaniques. Par contre, l'effet contraire, c'est une diminution de
de la plasticité, de la ductilité. Et spécifiquement, on a pour tout ce qui est acier de précontrainte, on a enfin une des filières et ce qu'on appelle le tréfilage. Donc, c'est un procédé de mise en forme qui se fait, lui, à froid, avec le passage d'un demi-produit dans différentes filières pour augmenter progressivement les propriétés mécaniques. Suivante. Du coup, je vous parlais des produits que je connais bien, à savoir les armatures du béton armé et les armatures de précontrainte. En termes de composition, vous pouvez tout de suite voir qu'il y a quand même des variantes. En termes de procédés d'élaboration, ils sont obtenus également de façon différente. On va trouver principalement en France 3 nuances, ce qu'on appelle les B500A à C. Alors, ces armatures peuvent être en acier au carbone, mais également en acier inoxydable. J'y reviendrai tout à l'heure. Ces armatures sont soit lisses, c'est-à-dire il n'y a pas de relief, ou soit ce qu'on appelle achat à auto-adhérence, soit avec des nervures ou des empreintes. Au niveau des armatures de précontrainte, on va élaborer donc des fils de précontrainte. Donc, généralement, maintenant, c'est obtenu par un procédé de tréfilage. Et donc, on obtient ces fils qui sont eux-mêmes entourés autour d'une âme, c'est-à-dire qu'on prend le fil droit, on va entourer 6 fils de façon hélicoïdale autour de ce fil central. On va obtenir ce qu'on appelle des taurons. Soit ces taurons sont utilisés tels quels, ou soit on va encore enrouler des fils, une couche de fils autour de cette première structure. On va obtenir ce qu'on appelle des taurons multicouches. Au niveau des autres produits, il y a également les barres qui peuvent être laminés à chaud, c'est-à-dire il y a un premier procédé de mise en forme. Pour augmenter les propriétés mécaniques, on va faire une trempe martensitique ou mélitique et on va faire un revenu pour augmenter la ductilité de ce type de produit. En termes de résistance mécanique, du côté des armatures autour on va dire, de 500 MPa, alors que pour les produits de précontrainte, on varie entre 1860 et 2160, sachant qu'actuellement sont mis au point des produits qui montent à 2360. Au niveau des barres, on est un petit peu plus faible, on est autour de 2000 MPa. Ces armatures, pour être protégées vis-à-vis de la corrosion, peuvent être revêtues d'un alliage métallique type galvanisation, ou également d'autres produits type époxy. Suivante. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé qu'on peut utiliser également l'acier inoxydable. L'acier inoxydable est employé, on va dire, de façon de plus en plus courante sur les armatures du béton armé. Au niveau des armatures de précontrainte, c'est encore au stade de développement. Ces aciers inoxydables, par définition, c'est des aciers alliés qui ont une teneur en chrome égale ou supérieure à 10,5%. Ça, c'est la définition classique. La détermination des structures des aciers inoxydables sont prévisibles, on va dire, à l'aide du diagramme de Schaeffer. Ça, je ne vous le présente pas. Il faut savoir qu'il existe 4 principales familles d'aciers inoxydables. Les aciers martensitique, les aciers ferritiques, et ce qu'on utilise le plus en génie civil sont les aciers austénitiques ou austénoferritiques, plus couramment appelés duplex. Sur votre droite, vous avez un peu les propriétés mécaniques de ces différentes familles d'aciers inoxydables. Et je pense que vous comprenez aisément pourquoi on utilise en génie civil surtout les austénitiques et les duplex. Le choix de la nuance de l'acier inoxydable se fait principalement suivant le PRN. Donc le PRN, un peu, vous pouvez voir alors j'ai focalisé sur des classes austénitiques et duplex. Vous pouvez voir que le PRN, généralement on prend supérieur à 20, voire 25.
suivant on va dire les milieux d'exposition, les classes d'exposition. Alors, oui, et puis je vous ai indiqué la définition du PERN. Voilà, suivante. Suivante. Merci. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la corrosion des éléments métalliques. Je parlais de la forme la plus courante, donc la corrosion générale ou uniforme. D'un point de vue électrochimique, on a la formation de micropiles donc sur la même surface d'acier. Donc, ce sont des micropiles très rapprochés, tellement rapprochés que d'un point de vue macro, voire méso, on a l'impression d'avoir une couche uniforme. Alors, et de toute façon, au bout d'un moment, lorsque les produits de corrosion se forment, on a, au bout d'un certain temps, ça peut être quelques jours à quelques semaines, on a une couche de corrosion, enfin de produits de corrosion uniforme. L'électrolyte, donc soit on est en milieu aqueux, ou ça, tout simplement avec un milieu présentant une humidité relative importante. Les paramètres influents dans la corrosion générale sont l'oxygène, la température, ça je pense que tout le monde le comprend, et les polluants. Alors classiquement, historiquement, on va dire c'était SO2, c'est de moins en moins vrai puisqu'il y a des normes quand même relativement drastiques depuis le brouillard, le frog anglais, et donc le CO2 dans les pays de l'OCDE est en baisse de façon drastique. Et ça devient un paramètre qui est au même niveau que les NOx maintenant, donc relativement négligeable. Par contre, les chlorures, ça soit associé à des sels de déverglaçage ou à des sels marins, sont un paramètre très important à prendre en compte. Donc, on a tout simplement une perte de matière par formation de produits de corrosion, donc de manière uniforme. Là, je vous ai rappelé un peu les réactions au côté universitaire, les réactions électrochimiques en jeu. Alors, il faut savoir quand on dit la rouille, finalement, vous avez différentes phases cristallographiques qui se forment dans une couche de corrosion. C'est ce que vous voyez sur votre droite. Vous avez de la magnétite, de la gothique, de la hypochrosite, enfin différents produits. Donc, une couche de rouille, finalement, d'un point de vue physico-chimique, c'est quelque chose d'assez compliqué. Je ne vous parle pas des aspects stratification des couches et autres. Suivante. Alors, donc, il faut bien faire une distinction entre les formes, enfin la corrosion générale ou uniforme, qui est juste une perte de matière, donc de perte de section, on va dire, de l'élément porteur, acier, alors que les formes de corrosion localisée sont beaucoup plus finalement dangereuses, puisqu'on va voir que la perte de matière est finalement pas forcément très élevée, mais conduit à des fissurations, des ruines relativement rapides. Alors, différentes formes, on a la corrosion galvanique, ça, je vais y revenir, la corrosion par défaut localisé, type piqûre, crevasse, et lorsque la pièce est soumise à une contrainte, une déformation, on a des phénomènes de corrosion sous contrainte. Suivante. Ouais, non, je veux bien que tu reviennes à l'arrière parce que, en fait, oui, on a réduit l'exposé et je ne les ai pas développés, donc je vais les développer là, pardon. Galvanique, on va reparler. Par contre, pour tout ce qui est corrosion par piqûre et crevasse, donc c'est le petit schéma à votre gauche. Donc, on voit qu'on a la formation d'un défaut alors type piqûre. Là, on va prendre l'exemple qui est quand même très aigu. Donc, en fond de défaut, on a des propriétés mécaniques qui sont relativement affaiblies en termes de résilience, ténacité, et c'est pour ça qu'on peut avoir des ruptures, c'est-à-dire une propagation de fissures rapides pour cette forme de corrosion. Au milieu, là, vous avez un couplage, et ça, c'est malheureux, j'aurais dû l'enlever parce que
C'est faux. Entre l'inox et un acier au carbone, finalement, on n'a quasiment aucun risque, voire aucun risque de couplage galvanique. Ça, c'est un loupé. C'est un contre-exemple. Et complètement à votre droite, vous avez le phénomène de corrosion sous contrainte. Donc là, on reprend le schéma de gauche et on rajoute juste la contrainte, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fond de défaut, on va avoir une fissure mécanique qui va s'amorcer et se propager. Alors, il faut savoir que corrosion par piqûre aux crevasses, comme c'est des corrosions localisées, lors d'une inspection, il ne faut pas les louper. On peut très bien passer outre, passer à côté. En corrosion sous contrainte, la taille du défaut localisé est encore plus faible. Et souvent, en corrosion sous contrainte, le matin, on peut avoir la pièce qui tient son rôle, on va dire, et l'après-midi, vous avez la pièce en deux. Et suivant ce qu'elle supporte, on peut avoir des dégâts assez conséquents. Suivante. Donc, alors, si je fais un petit focus sur l'aspect corrosion galvanique, donc la corrosion galvanique va être associée à un couplage de matériaux de potentiels standards différents, soit à des phénomènes d'aération différentielle, soit à des différences de concentration ionique. Alors, sur votre droite, vous pouvez voir un petit schéma qui présente les potentiels standards de différents alliages métalliques. Et tout de suite, on peut, par exemple, je prends l'exemple du zinc et de l'acier, on peut prévoir dans quel sens va se dérouler la réaction. Typiquement, si on couple du zinc et de l'acier, je pense que vous savez qu'on va faire une protection cathodique finalement. Ça va aller dans le bon sens. Par contre, si je prends de l'acier et un matériau type platine et graphique, bon, c'est un matériau un peu idéal, on va avoir le couplage inverse. C'est-à-dire que ce n'est plus le zinc qui va sacrifier, c'est l'acier qui va se sacrifier. C'est ça qu'on ne recherche pas. Là, vous avez un exemple d'un couplage acier et alu, et vous pouvez voir qu'au niveau notamment des fixations, l'alu a commencé à se corroder complètement, ce qui pose des problèmes structurels. Pour éviter ces effets de couplage, donc on peut partir de l'idée d'une sélection de matériaux ayant des potentiels très proches. C'est le cas par exemple des aciers inoxydables et de l'acier. Donc on aura finalement un couplage galvanique d'un point de vue strictement électrochimique, mais tellement faible qu'il sera d'un point de vue opérationnel négligeable. Vous pouvez jouer également sur le rapport entre les surfaces cathodiques et anodiques, ou tout simplement, vous allez mettre un matériau qui va isoler, d'un point de vue électrique, les deux matériaux entre eux. Dans l'industrie chimique, généralement, si on couple deux pièces, on va mettre un joint en matériaux organiques ou inorganiques qui va tout simplement les isoler. Suivant. Alors, je parlais un petit peu de corrosion des aciers dans le béton. Donc, alors, au début, tout se passe bien puisque la solution interstitielle dans les bords du béton, c'est un milieu basique, autour de 12. Donc, il y a la formation de produits de corrosion donc en surface de l'acier. Ces produits vont isoler l'acier du milieu extérieur, ce qu'on appelle une passivation, pseudo-passivation pour être exact, et donc il n'y a pas de problème. Sauf que lorsqu'arrivent des chlorures ou du CO2, on peut avoir une dépassivation de l'acier et donc qui va entraîner des problèmes de corrosion. Le CO2 va conduire à un abaissement du pH. Alors, c'est ce qu'on peut retrouver sur le petit diagramme potentiel pH. Donc, c'est difficile sans la souris, mais on va dire que, vous voyez le pH, là, on est à 12 et on va aller vers 8, 9. Et si on prend l'exemple, si vous vous situez, allez, on va dire à moins 0,4,
vous voyez qu'on passe d'un domaine où il y a des produits de corrosion qui protègent l'acier au domaine Fe2+, où là, on va avoir corrosion du fer. C'est pour ça que lorsqu'on abaisse le pH du milieu cimentaire, on arrive à des phénomènes de corrosion. Pour les chlorures vont diffuser à travers la matrice cimentaire, à travers le réseau de porosité, pour arriver jusqu'aux armatures. Et il va y avoir différentes réactions électrochimiques que je vous ai présentées tout à l'heure, notamment un phénomène de corrosion localisée par piqûre. Voilà. Suivante. Donc, ces produits de corrosion sont des produits expansifs. Donc, ils se situent à l'interface béton-armature. Donc, ils vont mettre sous compression cette interface jusqu'à l'apparition d'un réseau de fissures conduisant jusqu'à l'éclatement, ce qu'on appelle les épaufrures, du béton d'enrobage. Donc, d'un point de vue structurel, ça devient inquiétant, mais bon, on a encore la résistance mécanique requise. Par contre, les épaufrures, c'est des choses qui vont tomber sur la chaussée, sur des personnes, donc il y a un risque comme ça. Donc là, à ce niveau-là, quand on a des épaufrures, il est temps d'intervenir. Donc c'est un processus en plus qui va s'auto-entretenir jusqu'à la ruine complète de l'élément béton. La première protection contre la corrosion des armatures est, comme l'a dit Philippe, un enrobage convenable du béton. Ça, on va retrouver ça d'un point de vue normatif et réglementaire. Alors, dans le cas où, malheureusement, ça n'a pas été respecté, on peut revêtir la paroi du béton pour ralentir la pénétration des agents agressifs. Donc, ça peut être on peut mettre différents systèmes, on peut peindre, on peut mettre un système de peinture au niveau de la surface du béton. Au niveau des aciers, on peut faire, comme les chlorures, on peut faire pénétrer des émetteurs de corrosion. Et dans le cas où l'enrobage ne pouvait de toute façon pas respecter initialement, on peut prévoir d'appliquer des revêtements type galvanisation sur les aciers. Une autre solution, plus, on va dire, plus macro, est l'application d'une protection cathodique aux aciers. Donc, une protection cathodique sous forme galvanique, c'est-à-dire avec des anodes ponctuelles, ou soit une protection cathodique par courant imposé. Suivant. Voilà, c'est ce que je sais pas, j'ai entendu quelque chose. Donc, la protection cathodique, là, vous avez les deux principes qui sont rappelés en bas à droite. Vous pouvez appliquer un revêtement de peinture, comme je viens de le dire. Et je vais maintenant repasser sur la diapo suivante. Je vais repasser sur la galvanisation, donc, qui est un procédé relativement utilisé. Donc, différents types de galvanisation à chaud, par immersion dans un bain, électrozingage et par projection thermique. Alors, généralement, c'est un avis personnel, on pourra en discuter. Je considère qu'une galvanisation à chaud par immersion dans un bain est quand même le type de revêtement zinc le plus intéressant. Donc, le principe, on a un double effet qui se coule. À la fois, on a un revêtement sacrificiel, c'est-à-dire on a une corrosion galvanique dans le bon sens. C'est le zinc qui se sacrifie par rapport à l'acier. On a également tout simplement un effet barrière. On a une couche de zinc en surface qui écrante l'acier par rapport au milieu environnant agressif. Suivante. Ouais. Donc, une couche de zinc, ce n'est pas une couche de zinc, c'est des couches de zinc. Comme vous pouvez le voir sur le schéma de droite, vous avez 4 couches de zinc ayant des propriétés
en termes de composition chimique, mais également en termes mécaniques, en termes de dureté différentes. Elle présente chacune des propriétés mécaniques différentes, comme je le rappelle là. Les deux principaux types de galvanisation. Oui, types de galvanisation sont des alliages purs, entre guillemets, parce qu'il y a différents éléments qui sont quand même rajoutés. Ce sont des micro-éléments. Et des alliages zinc-aluminium. On va dire que les zinc aluminium commencent à être actifs autour d'un pourcentage massif de 5% d'aluminium. On rajoute également d'autres éléments, lantane, cérium, magnésium, pour augmenter la mouillabilité, la fluidité du bain de zinc. Voilà. Ça, c'est tout ce qui est métallurgie des revêtements métalliques, je dis type zinc. On trouve également des alliages ternaires ou quaternaires. Suivante, je crois d'ailleurs que c'était… Alors, je reprends la main pour la partie un peu pénible, hein, le contexte normatif. Je ne vais pas vous abreuver de numéros de normes, hein. Vous aurez le PDF à la suite pour vous référer aux normes qui vont s'afficher. Une première chose à faire lorsqu'on a un ouvrage à poser, c'est de caractériser l'agression du site. Alors, on a deux types d'agression, l'agression atmosphérique et l'agression du sol. Pour ce qui est de l'agression atmosphérique, on va se référer à la 14713, qui est assez pratique, qui a été revue il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. J'ai découvert des choses en préparant ce webinaire, où on voit les fameuses catégories de corrosion, C1, C2, C3, C4, C5, qui sont en fonction de l'agression du site. Alors, j'ai mis en jaune des exemples qui sont donnés pour caractériser rapidement les zones. À 80%, on est quand même très souvent en zone rurale. Donc, ce n'est pas la peine de caractériser votre site en C4 si vous êtes en C2. Ne vous tirez pas des balles dans le pied. En C3, on va commencer à être dans des zones urbaines ou proches de la côte. Hein, je pense à Nice en altitude. Voilà, c'est du C3. Et après, on va se rapprocher soit de zones polluées, soit de la mer, et on va grimper dans les catégories. À noter que dans cette norme, associée à ces catégories, il y a des vitesses de corrosion qui sont associées. C'est bien pratique pour faire le lien entre l'épaisseur de protection que vous avez et la durée de vie. Même chose pour les sols. Les sols se caractérisent en termes d'agressivité. Là, on va se référer à la norme d'exécution des clouages, où on va avoir un multicritère à déterminer, qui va être fonction de la nature du sol, la résistivité. Alors, vous voyez, je ne sais même pas pourquoi on va chercher la résistivité. Sans doute à cause de l'effet électrolytique, hein. L'humidité et le pH. Tout ça, ça nous donne un critère qui nous permet de classifier nos sols en fortement corrosifs, corrosifs, moyennement corrosifs ou peu corrosifs. Alors, à noter que ce travail de caractérisation doit être fait en amont si vous prétendez demander à votre client, je parle au maître d'ouvrage, hein, si vous voulez demander dans vos marchés un ouvrage qui tient 30 ans, il vous faut caractériser le niveau d'agressivité, sinon on est désarmé pour vous offrir la prestation que vous attendez. Ensuite, les moyens de prévention. Alors, il y a une règle qui est inscrite dans les normes, hein, c'est que petit 1, on essaie de retirer la source de corrosion. Bon, si on peut drainer les eaux des verglaçages, c'est mieux, hein, c'est le principe. Petit 2, on va essayer de protéger le renforcement avec une couche protectrice. On va y revenir. Et si tout ça n'est pas possible, dans ce cas-là, on part sur le principe de prendre en compte une épaisseur sacrificielle. On va y revenir aussi. Donc, c'est dans l'ordre que doivent être envisagées la protection. Protection pour la galva à chaud, ce n'est pas compliqué. Il y a une norme, la 1461. Et en gros, si vous avez visité une usine de galva, ce n'est pas compliqué. Toutes les pièces, elles passent dans le même bain, hein. Il n'y a pas de hiérarchie.
Et voici les niveaux d'épaisseur de zinc que vous allez avoir. Attention, il y a 2 unités. Soit vous êtes en grammes par mètre carré, soit vous êtes en microns. Là, vous avez les correspondances. Dans d'autres normes, il n'y a pas les correspondances. Ne vous mélangez pas les pinceaux pour comparer. Donc là, en termes de microns, on est sur des valeurs entre 30 et 80 microns, suivant qu'on est en local ou en minimum. L'autre procédé, c'est l'électrozingage. On parlait des serre-câbles, pas mal sont électrozinqués, certaines pièces. Là, vous voyez qu'en termes de microns, on est bien inférieur, on est entre 5 et 25. Alors, il faut savoir aussi que c'est souvent des produits qui ne viennent pas d'Europe et on n'a pas une maîtrise totale, il y a pas mal d'intermédiaires. On ne demande pas aux marchands, je veux un serre-câble avec une épaisseur de 25 microns. Ça ne marche pas comme ça, quoi. Donc, malheureusement, on n'a pas la main sur tout sur ces produits de grande consommation. Le cas particulier des câbles, avec la norme que vous voyez, où vont être introduites des classes. Alors, ces classes de Galva, classe A, classe B, on voit ça partout, c'est valable que pour les fils. Donc, un câble est constitué de fils, OK, vous pouvez parler de classe. Un grillage est constitué de fils, OK, vous pourrez parler de classe. Mais ne demandez pas à un poteau d'être galvanisé classe A, ça n'existe pas. Donc, vous voyez les niveaux d'épaisseur qui, là, alors, à nouveau, on parle en grammes par mètre carré, on a sauté de microns à grammes. On est sur des valeurs qui vont aller, enfin bon, un câble de 20, c'est autour de ces diamètres de fil de mémoire. On va être en classe A 180 et en classe B, en gros, c'est divisé par 2. Donc, il y a une incidence. Ces classes sont valables pour le zinc et l'aluzinc. Faut savoir que usuellement, on utilise quand même beaucoup de classe B. C'est compliqué de s'approvisionner en classe A, sauf certains diamètres plus usuels comme le 12 et le 16. Sinon, c'est quand même très compliqué. Il faut commander un container complet si vous voulez un câble de 24 en classe A. Donc, tout ça, c'est quand même compliqué. Et quand c'est compliqué, c'est plus cher. Donc, si vous êtes en C2, allez pas chercher une classe A. Ensuite, le sacrifice à la corrosion. Là, on va se référer à la norme des parois clouées qui a été revisitée et qui vous propose maintenant des abacs beaucoup plus pratiques qu'avant. Et là, vous avez des abacs en fonction du type d'acier que vous utilisez. Vous utilisez des fers à béton qui sont conformes à la 10080. Donc, vous avez cet abac en fonction du niveau d'agression du sol et de votre durée de vie. Vous avez tel sacrifice à appliquer à chacune des faces. Donc, c'est à multiplier par 2 pour avoir la diminution du diamètre. Attention. Et ça vous permet de faire votre calcul sur la section restante après sacrifice. Il y a le même tableau pour les aciers de construction, je pense notamment aux micropieux qui sont faits souvent avec ces types d'aciers-là. Et les valeurs le sacrifice est plus faible. De ce que j'ai compris, mais je n'ai pas tout compris, je le répète, en gros, plus la limite élastique est faible, et moins on a besoin de sacrifier. Laurent confirmera ou infirmera sans doute. Il y a cette notion de plus on est sur des aciers sophistiqués, plus ils ont une fragilité à la corrosion. Par exemple, les taurons, il n'y a pas de notion de sacrifice. On met une protection, c'est les fameux P2 avec toutes les gaines plastiques que l'on met autour des taurons. La même chose doit être faite par rapport à l'atmosphère. Il ne faut pas oublier qu'un ancrage, il y a une partie dans le sol et une partie en aérien. Et ce n'est pas toujours le sol qui est le plus agressif. Si vous êtes près de la mer, ça peut être l'atmosphère qui est plus agressive que le sol. Fin de notre présentation, 11h47, c'est pas mal. J'avais oublié de vous parler des contrôles. Les contrôles sur les épaisseurs de Galva que vous recevez sur vos chantiers, c'est assez facile à faire. Il existe des petits instruments qui mesurent l'épaisseur de zinc, ça s'appelle des dual scopes. Mais pour tout ce qui est câble, on fait une dissolution du zinc
dans de l'acide chlorhydrique, et on pèse avant-après, et nous, on les fait nous-mêmes, ces essais. C'est facile à réaliser, et si vous voulez vous prémunir de tout ça, organisez, imposez des contrôles, mais sans cela, vous pouvez passer à côté d'un indélicat qui va vous diviser par deux le zinc sans que vous en aperceviez. Écoutez, fin de notre présentation. Quand est-ce que la corrosion… Laurent, c'est toi qui vas répondre. Je vais faire l'intervieweur. Quand est-ce que la corrosion devient problématique en termes structurels? Cercle brouillé, en exemple. En fait, ça va dépendre de la forme de corrosion. Si on est sur une corrosion générale ou uniforme, le risque, c'est d'une perte de section qui devient trop importante, et donc l'élément structural ne va plus jouer son rôle, tout simplement en termes de résistance. Si on est sur des formes de corrosion localisée, voire corrosion sous contrainte, là, ça va être, on va avoir des risques plus élevés en termes de corrosion sous contrainte. Ça peut être la présence de micro-fissures, donc, ou de réseaux de micro-fissures, qui, à un moment donné, va se transformer en une macro-fissure, cette macro-fissure amenant à la ruine de la pièce. Donc, alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu, parce que, par exemple, est-ce qu'on connaît la relation corrosion? Par exemple, le cercle brouillé, moi, mon raisonnement de béotien, c'est que si on n'a pas de perte de section résistante, on a une fonctionnalité. Et l'apparition d'un brunissage de l'objet ne veut pas dire qu'il a sa ruine, et ça veut dire que sa protection est partie. Après, sur les ancrages, par exemple, on voit bien qu'on raisonne par matière résistante restante après sacrifice. Ça, c'est quand on fait fi de ces phénomènes de fissuration sous contrainte par corrosion. Où là, j'ai vécu l'expérience, vous pouvez avoir des barres sectionnées en quelques années. C'est traumatisant. Hein, voilà. Une question sur le Corten, qui est un acier autopatiné, qui existe toujours, je vous confirme. Alors, le Corten, c'est l'appellation américaine. C'est une marque, je crois. Oui, c'est tout à fait, tu as raison. C'est une marque qui correspond à un alliage, plus sur un alliage carbone simple. Et la question portait sur sa durabilité, quoi. Alors, sa durabilité, alors on va dire, si on se met en termes de gestion du patrimoine, il faut tenir compte de l'historique en termes de CO2. Si on est sur une structure neuve, comme j'ai dit tout à l'heure, le CO2 est devenu un paramètre beaucoup moins pertinent. Le SO2, je crois. SO2, oui. Ouais, ça fait plusieurs fois que tu dis CO2. Ah, pardon, excuse-moi. Très prégnant. Non, je ne sais pas pourquoi. C'est au côté ministère du Développement durable, je ne sais pas. Oui, SO2, problème des sulfures à la fin dans l'électrochimie. Donc, maintenant, les aciers autopatinables ont une résistance relativement importante maintenant. Après, par exemple, si on prend je mets à part tout ce qui est les classes d'exposition au sel de déverglaçage, au chlorure, on va dire, on peut se poser la question entre choisir une bonne nuance d'acier au carbone et d'acier autopatinable. Là, je vous dis ça, on vient de terminer une thèse sur l'utilisation des aciers autopatinables d'un point de vue structurel. Et donc, on a fait un retour d'expérience sur des prélèvements de patines anciennes
jusqu'à 40 années. On a fait des essais d'exposition en atmosphère naturelle sur différents sites représentatifs des classes d'exposition. Et on se rend compte que finalement, maintenant, dans nos atmosphères actuelles, la différence entre l'acier autopatinable et l'acier au carbone est très mince pour la plupart des classes d'exposition. Une question sur le béton, quand les premiers signes apparaissent, combien de temps nous reste-t-il? À savoir que le signe qui était en photo, c'est assez rare, hein, ces photos, hein, mais les coulures de rouille le long d'une fissure dans le béton, bon, je crois que le mal est fait. Hein. Oui, là le seul truc qui reste à faire, c'est trop tard pour protéger. Je pense que là, on va être obligé d'ouvrir. On regarde l'état des armatures, leur section résiduelle. On peut faire un traitement de ce qu'on appelle de passivation et on peut refermer ou on change les armatures. Mais là, il faut intervenir. Et finalement, avec la corrosion de cet uniforme, là, on serait sur une corrosion uniforme qui produit finalement pas mal de produits de corrosion. C'est intéressant, c'est tout de suite un signe alarmant. Et là, ça veut dire qu'il faut prévoir un chantier dans la suite, quoi. Une question sur les méthodes éprouvées pour mesurer la corrosion des aciers de béton. Alors là, ouais, là c'est. Alors les méthodes éprouvées, je veux dire, la plus simple, c'est l'œil. Mais je ne pense pas que c'est la réponse qui est attendue. C'est-à-dire, on regarde, on ouvre. C'est une méthode destructive. En termes de méthodes non destructives, il y a différentes possibilités. On va s'intéresser à la mesure de résistivité. Entre guillemets, on va qualifier l'agressivité du site. Il y a les méthodes de mesure du potentiel de corrosion. C'est-à-dire, c'est des potentiels de corrosion, c'est comment dire, la probabilité qui est de la corrosion, le risque de corrosion. Et on peut également faire d'autres méthodes. Là, on va arriver vers des valeurs plus quantitatives en termes de corrosion en faisant une mesure de la densité de courant de corrosion par polarisation linéaire ou des choses comme ça. Alors, en complément, et parfois, sur certains ouvrages, on incite à mettre des éprouvettes pour pouvoir, enfin, qui sont relativement accessibles pour pouvoir visualiser la dégradation. Je pense notamment aux terres armées, hein, qui fait ça. Visualiser la dégradation dans le temps de ces armatures et éventuellement pour pouvoir tirer sur ces éprouvettes sans engager la résistance structurelle de l'ouvrage et acter qu'on a un bon comportement résiduel ou pas et intervenir ou pas. Je switch sur les autres questions qui sont cette fois-ci dans les discussions et des choses intéressantes. Ça, c'est intéressant. Est-ce que la galva des barres d'ancrage modifie leur résistance et dans quelle proportion? Enfin, leur résistance ou leurs caractéristiques. Hein. Moi, je sais que j'ai eu des mauvaises expériences avec des pièces, ce n'étaient pas des barres, hein, mais qui sont devenues fragiles suite à une galva mal exécutée. Oui. Tu précises bien, mal exécutée. On va dire normalement, correctement faite, tu n'as pas de problème. Mal faite, c'est en fait, tu fragilises la barre, c'est-à-dire que tu inities un phénomène de fragilisation par hydrogène. Alors, on va dire dans le domaine, ça représente, je ne sais pas quel volume. Il faut savoir, dans toute l'industrie automobile notamment, et puis la visserie, il y a eu des cascades de litiges liés à une mauvaise galvanisation et qui créaient des pièces, des boulons, des vis qui étaient devenus fragiles. Et donc,
soit au serrage, ça, on va dire c'est le meilleur des cas, ou soit au bout d'un moment, ça cassait. Donc, en termes de galvanisation, il faut faire attention, faut confier sa galvanisation à quand même on va dire des gens sérieux qui ont un historique, qui ont des compétences techniques reconnues, même s'ils peuvent être plus chers. Voilà, je dirais ça. Alors, une question pour laquelle tu es expert, vu que tu as été expert. Qu'en est-il des aciers à haute limite élastique S670 ? Pour l'anecdote, Laurent Gaillet a été expert contre nous, NGE, lorsqu'on a eu notre pathologie sur nos armatures. Hein. Comme ça, je cite nos relations. Expert donc, pour le client, SNCF. Alors, la question, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on... Acier à haute limite élastique ou autre obtenu par traitement thermique, parce que je crois qu'il y a quand même des petits traitements de surface sur les FE500, hein, et on n'est pas exempt. Observation de rupture anticipée sur des ancrages de fondation d'écran avec faible sollicitation, ça, c'est je l'ai vécu. Donc, on a banni les S670, en gros, et si je complète la question, c'est en fait, n'a-t-on pas noyau... A-t-on étendu la question à l'ensemble de ces armatures, y compris les FE500 ? Ça, je ne suis pas sûr que ce job ait été fait. Pour les feux, les barres, alors moi, ce que j'appelle en béton armé. Ouais, enfin, là, si je retourne la question, est-ce que la pathologie que l'on a tous observée sur les S670, est-ce qu'on ne peut pas la vivre aussi sur les barres plus usuelles, suivant la 10-080 ? Alors, bon, ça reste une barre, mais passer rapidement, mais par rapport au procédé d'élaboration des barres de béton armé F500 et par rapport à la précontrainte, on n'a pas la même chose, on n'a pas la même structure à la fin, et donc les barres en béton armé sont plus aptes à subir une flexion, tout simplement. Et donc, ont accepté un taux de flexion beaucoup, beaucoup plus important par rapport à une barre de précontrainte. Je pense que la réponse, elle est dans les propriétés mécaniques qui sont deux produits différents, en fait, finalement. Il faut vraiment les voir comme deux produits différents. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas pouvoir trancher officiellement sur est-ce que vous pouvez les préconiser en confortement. Hein, Ah oui, moi, je rester prudent. Sachez que dans le cadre du projet national C'est d'Europe 2, on entend bien explorer beaucoup plus profondément cette problématique des ancrages. Mais voilà, on en est au stade de recherche par rapport à ces phénomènes que l'on subit. Hein. Donc là, c'est pour ça qu'on avait choisi un peu la prudence. Beaucoup de clients ont choisi la prudence en mettant à l'index le S670 par défaut de connaissance, ce qui est sans doute dommage. Hein. Nous, on le conserve sur des ouvrages court terme, par exemple. Mais là, on manque de connaissances par rapport à ce sujet des S670, ce qui est vraiment dommage. En C3, la durée de vie varie d'un facteur 3, ce qui est difficile à planifier. Comment travailler avec plus de précision ? Ah, désolé pour mon... Ok, on pardonne le mauvais français. Donc, en C3, la durée de vie varie d'un facteur 3. J'imagine que c'est versus C2. Hein. Ce qui est difficile à planifier pour un maître d'ouvrage, car son ouvrage a une durée de vie plus faible. C'est comme ça que je traduis la réflexion. Mais de mon expérience, quand le site le nécessite, et quand il le nécessite seulement, allons-y pour vous fournir des ouvrages avec des galvanisations renforcées. Hein. Et là, OK pour des câbles catégorie A,
classe A de catégorie A. Là, c'est justifié. Quand ce n'est pas justifié, ne le faites pas. Moi, je vous dis simplement ça. Ça va vous augmenter le prix alors que vous n'en avez pas forcément besoin. C'est un peu ceinture et bretelle de mettre de la classe A quand vous êtes uniquement en C2, quoi. En ce qui concerne les produits réalisés à partir de tubes, notamment les ancrages autoforants, alors la nuance S460NH, que je ne connais pas, mais est-ce que la nuance d'acier impacte la vitesse de propagation de la corrosion, sachant que le tube est enrobé par un coulis de béton? Si oui, dans quelle proportion entre une nuance d'acier et une autre ne serait-il pas plus pertinent de se concentrer sur la section d'un tube? Question ouverte. Moi, j'ai quand même un avis là-dessus. Déjà, on a acté que la ganche de coulis n'est pas une protection. Pourquoi? Parce que les coulis que l'on met ne sont pas chargés en sable, donc ils ont beaucoup de retrait, donc ils ont beaucoup de fissuration, et donc en local, vous avez des venues d'eau. Et vous avez au global une protection, mais si très localement, ce n'est pas protégé, votre ancrage de 10 mètres de long, s'il est coupé à un endroit, sa fonction devient zéro immédiatement. Donc, certes, un coulis, ça apporte du basique, ça protège, mais de par sa fissuration, on a considéré dans la norme qu'il n'était pas considéré comme une protection. Voilà une première réflexion. Je ne sais pas si Laurent, tu voulais compléter sur cette nuance particulière que je connais absolument pas, S460NH. Je ne sais pas, je ne la connais pas. Est-ce que c'est un acier non allié ou faible ou micro-allié, allié? Là, je vois qu'il y a il y a du chrome, donc on serait sur des nuances inoxydables. Là, j'avoue que... Alors, sinon, face au désarroi de Laurent, je préciserai un truc sur les autoforants, c'est que c'est des produits qui n'ont pas encore leurs normes. Donc nous, quand on a révisé la norme des paracoués, on n'a pas pu les gérer parce qu'on ne sait pas les rentrer dans un référentiel. Donc, de façon très lâche, on a balancé la responsabilité de la durabilité aux fabricants. Ça a été notre façon de dire, vous nous apportez un produit nouveau, ok, mais vous l'assumez jusqu'au bout et vous fournissez les préconisations de durabilité en les assumant en propre. On ne les connaît pas, ces produits, c'est pour ça qu'on est un peu prudent. Faut contextualiser, hein. On n'est pas comme dans le bâtiment où on revient mettre une couche de peinture, hein. Un ancrage, quand il est fait, on n'y revient plus, on n'a plus accès, et s'il a une pathologie, il faut le refaire dans sa totalité. Pour la question, je pense que vous aurez nos coordonnées. Moi, je ne pourrais pas vous répondre en séance, hein. Effectivement, je suis expert, mais je ne suis pas magicien, donc je ne peux pas tout faire comme ça. J'ai besoin de réfléchir. Il est midi 7, si vous restez, j'égrène les autres questions, hein. Jacques Martin qui faisait une remarque sur le fait à informer les MOA sur la galvanisation est un phénomène électrochimique et chimique, et donc l'épaisseur de galva dépend de la nature même de l'acier à galvaniser. Oui. Bon, il y a des notions d'accroche aussi, hein. Il y a des aciers qui accrochent mal le zinc. Il faut faire attention, notamment avec le silicium, il y a un domaine de prédilection. Si on est trop bas ou trop haut, ça va créer des problèmes d'adhérence de la couche de galvanisation. Là aussi, je pourrais répondre, je n'ai pas en tête, hein, le domaine, je pourrais répondre plus précisément par écrit à M. Martin s'il veut une réponse précise. Y aurait-il une contrainte maxi théorique à prendre en compte concernant la rupture du galva? Alors, je l'interprète la question que la galva n'a pas une résistance intégrée, hein, bien sûr. Je complète la question que c'est la rupture d'un produit galvanisé, je pense.
Est-ce que le fait qu'un produit soit galvanisé fait qu'on met un coef de réduction sur sa limite élastique, par exemple? Ça rejoint un peu ce que l'on se disait tout à l'heure, hein, je vois Jacques Bourriot aussi qui est globalisé. En fait, si je globalise les interventions, c'est de l'incidence de la galva sur la résistance du produit. Et je crois que Laurent, C'est-à-dire que la galvanisation, le procédé de galvanisation entraînerait là, dans ce sens, une perte de propriété mécanique. à anticiper dans un calcul, quoi, par exemple. Je pense pas. Alors, ça dépend. Je pense que ça améliorerait certaines propriétés mécaniques. Je pense pas qu'on aurait d'effet vraiment brutal lié au processus de galvanisation. Alors, je traduis notre discussion précédemment. Hein, si la galva est bien faite, alors Jacques pose la question, c'est quoi une mauvaise galva? En tout cas, si c'est fait dans les règles de l'art, il n'y a a priori pas d'incidence sur la mécanique, la structure, enfin les propriétés mécaniques de la pièce protégée. À l'inverse, je sais qu'il y a cet effet alors d'insertion d'hydrogène, je ne sais pas quoi, comment ça fonctionne, hein, mais ou une galva. Alors, parce que bon, la galva, c'est tout un monde. Hein, et la recette de cuisine du galva, il y a quand même un temps de refroidissement, parce qu'un bain de galva, je ne sais plus à combien de degrés c'est, mais c'est quand même assez haut, hein, c'est au moins 400 degrés, je pense. Si on refroidit très vite, ben on va tremper la pièce, etc. Si le galvanisateur suit les règles, normalement, il n'y a pas d'incidence. Mais j'ai récemment vécu sur une petite pièce tout un lot de pièces qui ont cassé à cause de la galva. J'ai changé de galvanisateur, je n'ai plus de problème. C'est aussi bête que ça. Et c'était des galvanisateurs français dans les deux cas. C'est une question une question d'économie, notamment de changement des bains réguliers, de purge des bains. Enfin bon. Ouais, alors là, je peux vous dire que la galva, c'était la veille de Noël et des fois, nous, on a eu des pathologies qui étaient liées à un surcroît d'intérimaires dans la boîte de galva et une moindre maîtrise du process. Des fois, hein, ça peut venir d'ici. On est à 4. Alors, je ne vous ai pas présenté parce que on est à un peu plus de 450 hein, pour le bain de zinc ou de l'alliage de zinc en fusion. Donc, en fait, par rapport aux microstructures qu'on a obtenues, soit des microstructures à l'équilibre métallurgique ou lors des traitements, on est bien loin. Donc, on ne monte pas assez haut en température pour aller remodifier les microstructures qu'on a obtenues. Voilà, c'est pour la réponse. Donc, c'est plutôt du chimique. Ouais, il faut bien insister sur le fait qu'une mauvaise galvanisation, là, va vous créer des problèmes, et des problèmes très sérieux en termes de fragilisation par hydrogène. Le phénomène de fragilisation par hydrogène, c'est un phénomène de corrosion sous contrainte, sous format cathodique, pardon. Et donc là, on a des ruptures brutales des pièces. Donc, il faut faire très attention là-dessus. Donc, c'est un peu ça, une mauvaise galvanisation. Voilà. Bon, Margot n'a pas pu nous rejoindre. Veuillez l'excuser. On a perdu des Il y a un problème de réseau, donc on va assurer l'intérim sans plus de difficulté. 12h12, en vous remerciant pour votre écoute. A priori, ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le retrouver et on veillera à ce que vous soient diffusés les documents que on vous a présentés pour avoir des références. Écoutez, merci à tous. A priori, l'un comme l'autre, on est joignable. Hein, vous pouvez. Oui. Nos mails seront transmis par Margot si vous avez des questions. On en répondra en fonction de nos compétences.
C'est-à-dire que Pour c'est les, souvent Laurent qui répondra. les aciers à haute limite élastique qu'on a évoqué, effectivement, il y a le PN qui apportera des résultats. Alors, il faut patienter un petit peu le temps qu'on consolide tout ça, mais je pense que alors, c'est d'autant plus facile à dire que j'y participe pas de façon directe, mais je pense que vous serez tous invités aux journées de restitution du PN. Voilà, donc c'est une bonne conclusion. Le PN, on parle du projet national C'est d'Europe numéro 2 qui va être en instance d'être agréé par le CODOR. C'est une histoire de semaine. Pour conclusion, je vous dirais adhérer à ce PN. Hein, c'est une plateforme d'échange où on peut se passer du savoir sur ces types de domaines où on est somme toute assez mal à l'aise parce que c'est pas de la géotechnique. On sort de notre domaine de compétences, donc il faut échanger pour gagner en savoir. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci. Merci à tous. Et à un prochain webinaire. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.